Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mai 2023. Aujourd'hui commence le cycle médiatrice dont je vous ai parlé. Mon objectif, valoriser un métier souvent mal connu et sous-valorisé, pourtant très proche de celui du muséographe. Rappelons que ces deux métiers ont pour objectif principal de transmettre des contenus à un public cible qu'on a identifié et dont on connaît les besoins grâce à la communication et à la mise en histoire. Chaque muséographe est différent, comme l'est chaque auteur de livre. Il a sa personnalité, ses spécialités propres. De mon côté, c'est le ludisme des musées, l'accessibilité des bébés aux seniors, les engagements green pour des expositions durables et la démarche design avec une méthode de projet basée sur l'agilité et la co-construction. 4 spécialités. Pour une médiatrice, c'est la même chose. Une médiatrice, une personnalité, des spécialités propres. Les statuts sont divers en fonction du lieu d'exercice. Les missions sont souvent couteau suisse. Conception de visites, d'ateliers, d'outils de communication, de livrets, de chariots pédagogiques. Souvenez-vous du podcast numéro 87 sur cet outil de médiation humaine, original et méconnu, enregistré justement avec 3 médiatrices. Les médiateurs et chaque médiatrice que j'ai rencontrée au fil de mes projets de rénovation ou de création de musée étaient une pépite pour faire la passerelle avec moi entre un contenu scientifique discuté avec un comité d'experts et ensuite les publics. Ce pont nécessaire pour éviter le syndrome de l'expert ou du bouton de manchette dont je vous parle dans le podcast numéro 3. Et souvent, ces personnes de talent étaient rarement décisionnaires dans les projets et associées pleinement aux côtés des commissaires et autres métiers de musée. Quel gâchis! Ce cycle médiatrice est donc une mosaïque de portraits et de talents. Vous vous y reconnaîtrez peut-être. Le premier portrait de médiatrice est celui de Julie Duponchel, de la structure Les Patriminos. Julie est animatrice du patrimoine depuis 11 ans. Après un master en archéologie à Bordeaux, elle a travaillé dans plusieurs structures du réseau des villes et pays d'art et d'histoire en tant que médiatrice puis comme responsable. En 2021, Julie a créé son entreprise, Les Patriminos, à la suite d'un déménagement. Elle travaille en parallèle dans un pays d'art et d'histoire et elle réalise des vacations pour le Centre des Monuments Nationaux. 3 casquettes complémentaires d'un même métier qui lui permettent de développer des projets de médiation, mais aussi créer des outils pédagogiques, de concevoir des publications patrimoniales et des expositions. Convaincue que le patrimoine peut être un facteur de développement et de cohésion sociale, Julie a envie de donner à chacun, petits ou grands, des clés pour comprendre le patrimoine qui nous entoure, particulièrement en milieu rural. Elle travaille plus particulièrement auprès du jeune public. Elle a à cœur d'en faire des ambassadeurs de leur territoire. Pour eux, elle développe des visites sensorielles et ludiques pour les rendre acteurs de leur expérience. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. On parle donc d'une médiatrice à double statut, à la fois salariée et entrepreneuse, qui évolue en milieu rural dans l'Aveyron. Son parcours vous ouvrira le champ des possibles, j'en suis convaincue. Je vous laisse découvrir notre conversation pour inaugurer ce cycle médiatrice sur J'ai l'œil du tigre. Belle écoute! Bonjour Julie, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. C'est toi qui inaugure le cycle médiatrice sur le podcast. Comment vas-tu ce matin? Eh bien bonjour Claire, écoute, je vais pas trop mal ce matin, ravie d'être avec toi pour cet épisode.
Parfait. Alors, comme tu le sais, Julie, et aussi celles et ceux qui nous écoutent, J'ai l'œil du tigre parle de muséographie, mais aussi beaucoup de médiation. Car en effet, la muséographie, c'est la capacité à définir des messages sur un sujet en lien avec des scientifiques ou des ressources, puis d'en tirer une histoire, un scénario destiné à un public dans un format qui est souvent une exposition et des outils de médiation. Une maquette, un serious game, une manip, une capsule sonore, un texte, bref, tout ce qui compose en médiation une expo du 21e siècle. Alors je travaille régulièrement avec des médiatrices et des médiateurs, des structures que j'accompagne en création d'équipements culturels et lors d'une rénovation par exemple, et ils sont une ressource très 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 précieuse pour moi, notamment pour garder une connexion avec la réalité du terrain et notamment les publics cibles du projet, alors que parfois en comité scientifique, il est fréquent de s'éloigner des publics, d'autant plus si on souffre du syndrome de l'expert, épisode 3 du podcast. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, Julie, avec ces fameux boutons de manchette, etc. Bon, si c'est non, je vous invite vraiment à le faire car on peut aussi tomber dedans en tant que médiateur, muséographe, chargé d'expo, etc. Être médiateur, c'est une pluralité des parcours et des personnalités et c'est le sujet spécial de ce cycle sur le podcast avec toi, Julie, qui commence et qui se jette à l'eau. Avant d'aller plus loin, peux-tu s'il te plaît, Julie, te présenter en nous disant ce qui t'anime dans la vie et ce que tu considères comme ta mission en lien ou non avec la médiation. Alors, ce qui m'anime, déjà, c'est ma curiosité et l'envie de la partager. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré l'histoire et les histoires. Donc, comme beaucoup de gens, j'étais fascinée par l'Égypte, les contes et légendes de la Grèce antique, etc. Et puis, petit à petit, en grandissant, j'ai plus été fascinée finalement par les histoires de notre quotidien, celles qu'il y a autour de nous, les châteaux, les églises, mais aussi le petit patrimoine, les lavoirs, etc. Et voilà, moi j'adore fouiller dans les archives, aller chercher des petites histoires et imaginer après comment les raconter. Parce que c'est bien de les connaître, mais en fait c'est beaucoup plus gratifiant en fait de les partager après avec quelqu'un. Et surtout avec les enfants, moi j'ai envie de, comme tu dirais toi, de mettre des paillettes dans les yeux des enfants en leur racontant l'histoire de leur village et les petites choses qu'ils voient au quotidien et dont ils n'ont pas forcément conscience. Il y a une rue des Fossés, en fait peut-être parce qu'il y avait un château, il y est plus. On va essayer d'imaginer ensemble pourquoi et à quoi il ressemblait, qui vivait là, etc. Voilà. C'est un petit peu ça, mettre des paillettes en racontant des petites histoires du quotidien. C'est tout à fait l'esprit de ton compte Instagram et puis de ton nom commercial, entre guillemets, Patrimino, hein, finalement. C'est ça. Moi, je trouve que ça... C'est cohérent, en tous les cas, avec tout ce qu'on peut découvrir sur toi, notamment sur Instagram. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité... Et puis une question très large, mais justement ça va nous permettre de procéder un peu en entonnoir et mieux te connaître. Qu'est-ce qu'être médiatrice pour toi aujourd'hui en 2023 ? Pourquoi est-ce un métier passionnant et surtout essentiel pour les structures culturelles comme les musées, mais aussi les offices de tourisme, les sites patrimoniaux où tu travailles ? Alors pour moi déjà, la médiation avant tout c'est du partage et du lien en fait entre le patrimoine, l'art et puis surtout les gens, les habitants comme les touristes. Et je pense qu'on a tous besoin de liens entre nous et de partage. Donc voilà. Et plus largement, je dirais que la médiation elle permet aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Moi c'est aussi ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment comprendre d'où l'on vient. Alors j'ai une citation que j'aime bien de Newton qui dit que c'est jucher sur les épaules des géants que nous voyons plus loin. Donc en fait c'est en s'appuyant sur notre passé que l'on va pouvoir construire notre avenir. Et donc les médiateurs ils sont là, en tout cas moi qui suis plutôt sur le patrimoine plutôt que l'art, mais nous on est là pour faire comprendre notre environnement d'un point de vue historique, architectural, comprendre comment on en est arrivé là. Donc ça me paraît passionnant parce qu'il y a plein de choses à découvrir au quotidien et qu'on se nourrit nous-mêmes de ce qu'on découvre. Et je pense que c'est primordial aussi pour les structures, donc, et notamment les communes, les offices de tourisme qui ont aussi à cœur de faire vivre leur village. Et notamment, ça peut passer par le biais de l'histoire.
Malheureusement, en milieu rural, c'est pas encore gagné parce que quand on est en dehors des grands sites patrimoniaux et des grands musées, oui, on parle de patrimoine, on va restaurer les petits lavoirs, le château, l'église, etc. Mais en fait, ça s'arrête là souvent et on va pas plus loin dans l'explication en fait. Pourquoi ce bâtiment il est là, pourquoi on l'a restauré, pourquoi c'est important de le garder. Et donc les médiateurs en fait, ils sont quasiment jamais présents en fait après la restauration et je trouve ça quand même très dommage. Et dans les budgets culturels, la médiation, elle est quasiment absente. Voilà, en tout cas en milieu rural. Après, c'est vrai qu'en ville, quand il y a des grandes institutions, c'est un peu différent. Mais pour moi, en milieu rural, je le vois bien. Ouais, c'est un gros manque, je trouve. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que moi je trouve que c'est souvent un métier qui est un peu réduit et qu'on confond avec d'autres métiers aussi. On parle souvent de guide, d'animateur. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre être médiateur, être guide, être animateur? Est-ce qu'il y a des différences à ton échelle et puis peut-être en milieu rural où tu travailles particulièrement? Alors, moi, je me présente plutôt comme animatrice du patrimoine et je suis guide conférencière aussi à côté. Alors, je n'emploie pas trop le terme de guide parce que je trouve que pour les gens, ça reste quand même très connoté visite guidée avec une personne qui va parler pendant 1 heure et demie. Oui, et puis très saisonnier, des Oui, choses voilà. qui sont finalement très de l'échange un peu du haut vers le bas, mais sans forcément une conversation, le truc très cadré finalement. C'est ça, et beaucoup, effectivement, l'été, comme tu dis, très saisonnier. Donc oui, on va payer des guides l'été pour faire visiter un site, ou payer le plus souvent d'ailleurs des étudiants pour faire Oui, des on visites est tous l'été. passés par là, hein, c'était Voilà, notre premier job. c'est ça. Donc voilà, donc c'est vrai que le terme de guide, même si aujourd'hui les guides font plus que ça, hein, mais ça reste quand même souvent cette idée-là. La médiation, alors moi j'utilise peu le terme de médiateur parce que beaucoup de gens le confondent avec la médiation juridique. Et c'est ah mais tu fais de la médiation oui non entre des bâtiments et des gens et pas Ah ouais, entre ah oui oui moi j'ai plein de gens mais qui sont pas dans le milieu culturel hein, et qui du coup comprennent pas le mot médiateur. ok. C'est comme Voilà. patrimoine quand on pense que tu gères des maisons et Oui. puis des sous. Ou bien moi, on m'avait mis, je me souviens, en conservation, on m'avait mis dans les conserves de fruits et légumes. Ça avait beaucoup fait rire en début de carrière. C'est ça. Ok, bon, Oui, ça bah, ça marche. reste. En fait, je pense que ça reste un métier qui est pas vraiment référencé et du coup, il a pas de cases et on le met dans plein de cases différentes. Et c'est vrai que du coup, les mots sont quand même importants, les mots qu'on utilise. Donc, il faut bien mettre le culturel derrière. Et moi, je mets bien animatrice du patrimoine. Donc, comme ça, je suis pas l'animatrice d'accueil de loisirs non plus, Oui. parce que ça peut être ça aussi le terme d'animateur. Même si finalement, on s'en rapproche parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui font des jeux autour de l'histoire du patrimoine de leur village, etc. Euh, voilà. Après, moi, la petite différence que je ferai aussi, parce on peut réduire le terme de médiateur à celui qui est devant une œuvre et qui va nous raconter cette œuvre. Mais comme tu le dis en introduction aussi, le médiateur, il est là aussi pour monter des expositions, pour participer à la communication d'un lieu. Et en fait, on est quand même très couteau suisse, je pense. Et moi, je crée aussi des expos, je fais des brochures patrimoniales, des livrets jeux en autonomie, plein d'outils pédagogiques. La médiation, elle n'est pas que directe avec le public, elle est aussi indirecte dans tous les outils qu'on va pouvoir créer derrière. Oui, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que moi, quand je dois créer, par exemple, une nouvelle exposition avec un équipement qui n'existe pas, souvent l'équipe de médiation, elle n'est pas forcément associée aux grandes décisions ou même quand on va imaginer le futur synopsis de l'exposition, les séquences qu'on va raconter et même définir en fait les publics cibles, étape qu'on oublie parfois parce qu'on va dire on va se destiner aux scolaires, aux touristes, mais sans même les connaître. Donc souvent, vous n'êtes pas forcément là dans les groupes de travail, les comités de pilotage ou même les comités scientifiques. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur et vraiment gros point d'alerte gyrophare, etc. Quand vous faites une exposition, qu'elle soit permanente, temporaire, ou même créer un nouvel outil de médiation numérique ou je ne sais quoi, ou un nouvel équipement, faut vraiment vous associer, vous, en tant que médiateur, parce qu'en fait, vous êtes vraiment la passerelle entre l'expérience de terrain, le public, que peut-être les conservateurs ou les experts scientifiques connaissent moins, c'est normal, parce qu'ils ont moins de contact avec les usagers en tant que tels, et puis le message qu'on doit délivrer, l'émotion qu'on doit faire passer, et puis peut-être aussi l'expérience qu'on veut offrir aux visiteurs. Et c'est vrai que souvent vous êtes
peu intégré dans la conception, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que pour les muséographes, les scénographes, ou même quand on est à l'étape de rédaction de texte, vous êtes vraiment une ressource clé qui va justement permettre à la structure maîtrise d'ouvrage de garder vraiment l'œil sur la finalité du truc, c'est-à-dire proposer une expérience pour un public cible et lui raconter une histoire et pas simplement lui transmettre une information qu'on pourrait trouver de manière ultra neutre en fait dans un bouquin ou dans une autre situation de découverte finalement. Tout à fait. Et donc justement, super transition sur ce côté couteau suisse avec la deuxième question. Raconte-nous ton parcours de médiatrice que tu qualifies de multicasquette, avec ses succès et puis des couacs aussi, comme on en rencontre tous, sans filtre. Alors, moi déjà, j'ai pas fait une formation pour être médiatrice culturelle. J'ai un master en archéologie, donc à la base, je voulais être archéologue. Depuis toute petite. Sauf que, comme beaucoup d'étudiants en archéologie, ou peut-être même dans la culture de manière générale, en arrivant à la fin du master 2, qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà. Donc, les 6 premiers mois de chômage, j'ai essuyé pas mal de refus par manque d'expérience, tout simplement. En archéologie, c'est assez particulier comme milieu, il y a peu de postes. Oui, et puis même souvent, on ne sait pas forcément valoriser ce qu'on peut apporter aux structures, mais c'est avec le lien avec le vocabulaire, la méconnaissance aussi des compétences, etc. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, les postes, c'est de l'archéologie préventive, donc c'est un milieu très particulier, mais nous, on nous forme à faire de l'archéologie programmée, donc sur de l'archéologie, on a le temps de fouiller, de faire de la recherche, alors qu'en vrai, on est sur des chantiers où on n'a pas le temps. Donc on est très mal appareillé de toute manière en sortant de la fac pour ces métiers-là. En tout cas, moi, j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Je suis pas du tout citadine, donc j'en ai eu marre de la ville et j'ai décidé de rentrer dans ma campagne corrézienne en me disant, on verra. Et au moment où je décide de rentrer, je suis tombée sur une offre de service civique pour un pays d'arrêt d'histoire, juste à côté de chez moi. Et j'avais jamais fait de visite de guidée de ma vie. Parler en public, ça me paraissait même impossible. Enfin, je suis quelqu'un de très réservé à la base. Mais voilà, c'était de l'histoire, du patrimoine, c'était pas loin. Je me suis dit, bon, au pire, ça m'occupera pendant 6 mois, pourquoi pas. Et puis, je suis restée 4 ans là-bas. Ça a été la révélation, en fait. Je me suis rendu compte que, j'adore découvrir des choses, mais en fait, je crois que je préfère en plus les partager que les garder pour moi et faire de la recherche juste pour faire de la recherche, quoi. Voilà. Donc, j'ai jamais plus quitté la médiation culturelle et c'était il y a 12 ans, donc voilà. Je suis restée là-bas 4 ans. Ensuite, je suis partie parce que j'avais besoin de changer d'air. Donc, je suis partie dans un autre pays d'arrêt d'histoire. Et là, je suis devenue responsable du service. Donc, j'étais plus seulement médiatrice. Là, j'avais un peu toutes les casquettes, communication, création d'expositions, etc. Et alors là, c'était vraiment, je pense, le job de mes rêves. Parce que j'ai besoin de faire plein de choses et d'avoir un regard un peu sur tout. Et d'avoir ce côté, je fais des ateliers, je les crée, mais je vais aussi créer des expos. Je vais réfléchir à une stratégie culturelle à l'échelle d'un territoire. Le côté politique, je le trouve quand même très intéressant aussi. Et en médiation, en tant que médiateur, on n'y a pas forcément accès. On n'est pas décisionnaire des expositions qui vont être créées, des outils qu'on va créer. Et moi, je trouvais important aussi d'aller au contact des élus pour leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à créer des actions de médiation sur leur territoire. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu parles de ton job de rêve. Donc bien sûr, tu avais sans doute une fiche de poste au départ, mais j'imagine que tu as aussi on est en capacité de structurer aussi notre métier en fonction de ce qui nous plaît aussi. Oui. Tu vois, toi tu parles de politique culturelle, d'aller à la rencontre des élus, mais c'est vrai quand on est dans un poste de médiateur, médiatrice, on a une fiche de poste avec, je sais pas, faire jusqu'aux réservations, tu vois, parfois c'est quand même, il y a vraiment plein de choses jusqu'aux tâches des plus opérationnelles, résa, conception d'ateliers, etc. Mais à nous aussi de composer notre métier en fonction de ce qu'on aime faire et en fonction du contexte où on se trouve.
souvent on se dit, bah voilà, on a une fiche de poste, on la respecte et puis on est condamné à faire que de la visite guidée parce que c'est pour ça qu'on nous demande. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on peut le structurer et j'en parlais dans un épisode du podcast sur le job de rêve. Je sais pas si tu l'avais écouté celui-là. C'était voilà sur le job de rêve, mais on a aussi des latitudes et puis si ça nous plaît pas en l'état, on peut aussi se rajouter des casquettes en restant bien sûr dans des horaires de travail raisonnables. Mais on peut se rajouter aussi des casquettes et puis de structurer comme ça notre métier en fonction de ce qui nous plaît jusqu'à la création d'expos parce que les médiateurs sont tout à fait légitimes à le faire parce que c'est extrêmement proche de la muséographie, de ce qu'on intitule muséographie finalement. On digère de l'info pour un public cible, pour le transformer en médiation. Donc là, ça peut être de la parole, mais ça peut être de l'atelier, mais ça peut être très bien être aussi des outils comme tu les fais aussi, des livrets ou je ne sais quoi, etc. Ok. Et donc du coup, si tu dois nous citer un peu des succès et des couacs, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça à brûle pour point? Des succès, des couacs. Alors, des succès, il y en a eu pas mal et je pense qu'on les retient surtout plus facilement que les couacs. Voilà, je retiens plus facilement mes succès. Après, c'est bien, t'as un cerveau bien structuré alors, parce que souvent le cerveau humain, il est fait pour retenir plus les galères et les couacs, tu sais. Même si après il fait un petit reboutage, tu sais, au fil du temps, mais c'est bien. Ok. D'accord. Non, mais il y a quand même quelques couacs, faut pas se leurrer. Allez, ton top 3. Alors le premier, on va dire que j'ai envie de citer qui me vient à l'esprit. En fait, après ce poste-là dans un pays d'art et d'histoire, j'ai déménagé. Et au moment où je déménage, alors j'ai parfois des conjonctures, c'est assez impressionnant, c'est assez fou quand même. Il y a une collectivité qui est venue frapper à la porte de mon boulot au moment où je partais, qui cherchait en fait à écrire un livre sur l'histoire de cette collectivité, qui est un syndicat d'électrification, donc l'arrivée de l'électricité en fait. Moi, c'est un sujet que je connais pas du tout. Mais souvent, on travaille sur plein de trucs qu'on connaît pas, mais c'est ça qui est challengeant, justement. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air chouette, en fait. Puis écrire un livre, quoi, c'est le rêve. Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai des romans au fond de mes tiroirs qui ne sortiront jamais. Mais voilà, je me suis dit, ah non, mais il faut que j'essaye. Tant pis, enfin voilà, c'est un livre sur l'électrification. Bon, il n'y a pas grand monde qui le lira, c'est pas grave. Mais je vais essayer. Et en fait, je pense que ça a été un des projets les plus fous que j'ai fait parce que, bah voilà, déjà, c'est un gros challenge personnel de se dire, je vais réussir à écrire un livre sur un sujet que je connais pas vraiment, qui est assez technique, mais qui est à destination du grand public. Donc, il faut le rendre intéressant et accessible à tout le monde. Et voilà, ça, c'est ma mission en tant que médiatrice. Et voilà, si j'y arrive, je pense que je prendrai une bouffée d'énergie quand même folle. Et c'est tu peux parler de tout, du coup. Ah ouais, non, mais de tout. Et puis je me dis, maintenant, je peux écrire des livres, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, je peux le faire, quoi. Et c'est vrai que ça a complètement changé. Déjà, voilà, prise de confiance en moi. J'ai créé les Patrimoniaux juste après ce projet-là parce que je me suis dit, oui, je peux le faire. Et puis même dans ma manière de faire de la médiation, même si c'était pas de la médiation en soi, c'était un livre, j'ai pas fait d'animation derrière. Mais en fait, je me suis rendu compte que la narration avait quand même une place très très importante. Et voilà, maintenant je vais plus vers de la visite comptée, comment vraiment raconter des histoires dans un jeu de pistes ou même dans une exposition, vraiment partir sur l'histoire que les gens vont vivre en fait, plutôt que simplement raconter une histoire. Voilà, ce côté-là, vraiment, je trouve important et j'ai envie de le développer encore plus après cette expérience-là. Il est même essentiel que ça soit de la muséographie ou de la médiation que justement notre rôle et notre plus-value par rapport peut-être à un expert scientifique, c'est d'aller au-delà des informations brutes, tu vois, neutres. Ouais. C'est que justement, nous, notre capacité, ça va être de prendre ces informations brutes, je sais pas, l'œuvre date de cha, pour justement la transformer dans un récit et une narration. Et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué à faire comprendre, et une narration qui doit en plus correspondre à un ou plusieurs visiteurs cibles, parce qu'on va s'adresser à quelqu'un en particulier. Parce que sinon,
il manque, je trouve, un espèce d'enrobage en fait dans ce qu'on raconte et ce qu'on veut transférer. Moi, je t'avoue, j'en ai ras-le-bol des expositions qui sont rédigées comme si on était en train de se balader dans un catalogue d'expo, tu vois, ou un truc mais ultra neutre, où on s'adresse même pas à toi, où t'as juste des infos brutes comme ça, comme si tu lisais en fait un article de presse, parce qu'une exposition et une médiation, notamment dans un site patrimonial, c'est autre chose que transmettre de l'information, c'est aussi de transmettre une histoire et puis avoir tout ce côté mise en récit, enrobage, quoi. C'est super important. Oui. Moi, je m'en rends compte aussi beaucoup sur les livrets jeux et les livrets de découverte dans les sites patrimoniaux ou dans les villages, où c'est souvent un catalogue de jeux. Bon, bah, à tel endroit, tu vas faire tel jeu, à tel endroit. Et en fait, il n'y a pas de fil rouge. En fait, moi, perso, au bout de 2 jeux, j'en ai marre. J'ai plus envie de le faire. Je me dis, bon, bah, à quoi bon, c'est un rébus, c'est un machin. En fait, je pourrais le faire à la maison aussi, quoi. Alors que si si vraiment on crée une histoire, peut-être plus dans l'esprit escape game ou quelque chose, mais où le visiteur, il est vraiment l'acteur, en fait, de son jeu et il comprend pourquoi il fait tel jeu à tel endroit et pas un autre. Enfin, voilà. Et donc, c'est pareil pour une exposition, effectivement, ouais. Je pense que... Et puis, je crois que les gens, ils sont à la recherche de ça aussi, hein. Pendant longtemps, voilà. Sinon, tu restes dans ton canapé et puis tu regardes, tu vois, 15 sculptures dans un bouquin, tu vois. Qu'est-ce que l'exposition, ou même toi, le fait d'être devant ce petit lavoir ou ce petit moulin ou je ne sais quoi, qu'est-ce que ça t'apporte de plus dans l'expérience? Et si tu fais juste ton rébut quelque part, en fait, quel est l'intérêt d'être là avec un médiateur ou même avec tes parents si t'es accompagné? C'est quoi la plus-value en fait d'être sur le lieu? C'est peut-être de regarder un détail, de farfouiller, tu vois, de toucher quelque chose, d'avoir une approche multisensorielle ou d'avoir un indice pour une histoire particulière que tu peux trouver nulle part ailleurs, mais dans cet endroit-là. Et justement, en termes de couac, parce que là, beau succès du livre, est-ce que tu retiens un petit couac ou peut-être une prise de conscience dans ton parcours un peu multicasquette? Parce que du coup, toi, tu interviens en tant que salariée, en tant que médiatrice, mais tu es également freelance, médiatrice indépendante. C'est ça. En fait, alors je suis médiatrice indépendante via les Patrimino depuis 2020, donc c'est la 3e année là. Et depuis 1 an, je suis aussi salariée dans un pays d'arrêt d'histoire en tant que médiatrice, même si bon, on fait un peu tout parce qu'on est que 2, donc de toute manière, il faut être multicasquette là aussi. Et je fais aussi des vacations au Centre des Monuments Nationaux, donc pour un site en particulier. Alors là, c'est plus anecdotique parce que je commence à manquer de temps pour tout faire, donc... Oui, quand on est multicasquette, multistatut, c'est sûr, c'est pas facile à jongler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tu exerces ce métier-là à sous multiples statuts. Et justement, est-ce que tes activités, on reparlera sur tes couacs, comme ça te permet de réfléchir, tes activités, du coup, elles sont très différentes en fonction de quand tu es médiatrice dans une structure, en vacation ou après en projet freelance? Non, en fait, c'est le même métier. C'est juste que j'ai 3 employeurs différents finalement, et je suis sur 3 territoires différents aussi. Alors même si parfois ça se recoupe parce que je vais me retrouver dans un village et là je vais me dire bon, je le fais avec quelle casquette en fait, parce que je peux intervenir avec les deux. Mais finalement, j'ai à peu près le même type de projet, des animations. Là, on travaille sur une exposition avec le Pays d'arrêt d'histoire où je suis salariée, avec le Centre des Monuments Nationaux où je suis en train de leur faire une brochure pour les enseignants. Voilà, en fait, le métier est le même. Je vais avoir des territoires différents et parfois des thèmes un peu différents parce qu'avec le CMN, je suis certes dans une abbaye, mais je travaille sur des tableaux aussi d'art moderne, qui est complètement hors de ma formation, mais c'était ça qui était chouette en fait, c'était de pouvoir travailler aussi sur autre chose et de changer un petit peu de temps en temps de sujet, de public, voilà. D'accord, donc l'avantage pour toi de ces multi-statuts, c'est justement de pouvoir faire des projets différents, dans des contextes différents, des territoires différents, et puis peut-être d'ambitions différentes, avec peut-être une part de liberté. Parce que c'est vrai, quand on est freelance, on est quand même plus libre dans ce qu'on propose. Oui, alors ouais, il y a ça. Alors après, au début, je t'avouerai que quand j'ai accepté le salariat et les vacations, il y avait aussi un côté financier derrière, parce que je commençais en tant qu'indépendante, donc il y a quand même un certain temps avant que les gens vous connaissent. Voilà, le bouche à oreille, on m'avait dit à peu près 2-3 ans avant que ça marche.
Donc effectivement, j'étais dans un creux et ça m'a permis d'avoir une stabilité financière et de pouvoir développer des projets à côté dont j'avais vraiment envie et de pas me dire bon bah là il faut que je mange donc je prends le premier truc qui vient. Donc c'est vrai que là maintenant j'ai la liberté de choisir aussi mes projets et d'être vraiment libre de faire ce que j'ai envie et de la manière dont j'ai envie de les faire. Après, et ça, c'est la casquette de freelance qui te donne cette liberté-là? Ben, j'ai de la chance parce que je suis... En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que le CMN est venu me chercher, c'est eux qui sont venus, parce qu'ils me connaissaient en tant qu'indépendante et qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Donc ça m'a aussi servi de communication presque professionnelle, hein, c'est peut-être une bonne ligne sur mon CV au final. Donc avec eux, je suis aussi hyper libre parce qu'ils attendent un petit peu ce que je fais en tant qu'indépendante, de le retrouver aussi dans ce que je leur propose en vacation. Voilà, en tant que salarié, c'est une toute petite structure, on est que 2, donc il y a personne derrière pour me dire non, il faut absolument que tu le fasses comme ça. Non, on a besoin de faire une animation à tel endroit, bon bah tu l'as fait comme tu as envie de la faire. Donc je suis très libre sur les 3 en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a des personnes qui sont médiateurs ou bien qui trouvent pas forcément de travail tout de suite, et là du coup toi t'as su multiplier finalement les casquettes et chacune de tes casquettes finalement se renvoie et te servent en fait pour elles se répondent entre elles et ça crée une pluralité de projets différents. Donc c'est top. C'est ça. Et top. Après, il faut juste faire attention quand même à la schizophrénie, parce que des fois, tu sais plus trop pour qui tu travailles. Et d'arriver à prioriser aussi, c'est quoi la priorité et voilà, quel projet je fais avec tel statut ou tel autre. Parce que voilà, moi je commence aussi à arriver à un moment où j'en ai trop et il faut que je choisisse. On est obligé de choisir, ouais, c'est pas évident. Moi je suis dans ce cas-là depuis que je me suis lancée en 2016 où j'ai la chance de pouvoir dire plus souvent non que oui, ce qui est quand même un luxe. Oui, un luxe, mais en même temps c'est parce que ça dépend comment tu te positionnes aussi. Le fait de répondre à un besoin précis, c'est ça aussi qui resserre voilà ton entonnoir et ton tunnel de vente aussi. Mais en effet, moi parallèlement à la muséographie, tu vois, moi je fais aussi des ateliers de facilitation Lego Serious Play, qui est plutôt du management, tu vois, qu'on considère comme du side business, ou même de la formation que je fais aussi. Et c'est vrai que de devoir orchestrer toutes ces différentes casquettes, même si c'est sous le nom commercial Fun in Museum, tu vois, ou mon nom particulier quand on est plus en Lego, bah c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile et en effet, parfois t'es un peu frustré parce que t'aimerais bien développer une partie, mais tu peux pas le faire forcément au rythme que tu veux, mais bon... voilà, ensuite c'est une question de priorité et puis de temps, parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée, donc il faut faire des choix. C'est ça, oui. Okay. Et savoir bien garder la limite entre vie pro et vie perso. Parce que ça, c'est un peu dans les couacs aussi. Hein. On va y arriver, on va savoir ton couac. On va y arriver. Pour faire un peu écho de tes épisodes d'ailleurs sur le bénévolat et le métier passion, au-delà de l'aspect financier, d'être bien payé, il y a aussi d'accepter que c'est une passion certes, mais c'est un métier. Donc on n'a que 35 heures de travail par semaine et qu'il faut... Même si c'est chouette, les projets, qu'on a envie de les mener à fond, ouais, mais non, faut garder des week-ends, faut garder des soirées, faut faire autre chose à côté, on a une famille, enfin voilà, il faut aussi réussir à se mettre une barrière entre avoir envie de trop en faire et en fait de s'user mentalement aussi, voilà, parce que on adore ce qu'on fait, mais à un moment, on fatigue aussi, quoi. Ouais. Oui, et puis souvent, c'est vrai que on est extrêmement généreux quand on a un métier passion, et puis quand on doit le rentabiliser et puis le monétiser, notamment pour la partie plus freelance, mais aussi quand on est salarié, parce que on a une fiche de poste qui est cadrée, hein. On est payé pour une mission, et donc il faut faire attention justement de pas trop rajouter des choses ou de rester, ou bien si on rajoute quelque chose, ben on retire, on fait peut-être moins de ce qu'on doit faire ailleurs, parce que sinon, en effet, on se brûle et on s'épuise et on peut même être parfois même dégoûté. Oui. On peut avoir une espèce de sa propre passion, d'avoir une overdose totale. Oui. Donc il faut être vraiment très très prudent, très très prudent à ça, et d'essayer. Et ce qui est dur, moi, ce que j'ai fait au fur et à mesure de mes années, c'est d'essayer de contrôler ma générosité.
Et des fois, tu vois, je me dis, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis après, je me dis, ah, mais c'est pas prévu. Attention. Non. Je ne suis pas payée pour. Attention, calme-toi. Ouais. Donc, j'ai une espèce de petite voix intérieure. Et je pense que cette petite voix-là, on doit l'avoir quand on est salarié, et puis quand on est free, Oui. et puis encore plus quand on est multicasquette, parce que sinon, les occasions de se brûler et de se perdre, elles sont extrêmement nombreuses. Ouais. Carrément. Mais ça vient avec le temps. Au début, on est tout feu, tout flamme. C'est Et ça. puis, voilà. À un Oui, moment, puis on se après, rend t'es compte là, que oui, il y a tu un es problème. mollo, je réfléchis d'abord. C'est ça. Quelques jours éventuellement, même le temps de réflexion, je trouve qu'il s'allonge. Oui. Je trouve, au début, tu réponds dans la minute, après Ouais, dans l'heure, c'est ça. après dans la journée, et puis après, limite, une semaine plus tard, Après. tu vois. C'est Genre, ça. même des fois, t'as besoin de 15 jours. Mais c'est bien, c'est la maturité, justement, du truc, et c'est Ouais. aussi ce que les couacs nous apprend. Et puis, c'est Oui. toujours difficile, de toute façon, les métiers passion. Et justement, en parlant de métier passion, petite revue de projet à présent avec cette troisième question. Parle-nous, s'il te plaît, Julie, d'un projet qui t'a challengé. Bon, je l'ai un peu déjà évoqué. Le bouquin, C'était l'histoire du l'électricité. livre. Voilà, c'est celui qui m'a Ok. le plus challengé. Alors, Et qui, voilà. un autre qui t'a donné plutôt du fil à retordre, sans forcément à le citer. Hein. Alors en fait, il n'y a pas un projet en particulier qui m'a donné du fil à retordre. Enfin là, comme ça, je vois pas. Ce qui me donne le plus de fil à retordre dans les projets au quotidien, c'est de me freiner. Parce que comme on l'a dit, voilà, des fois on a des projets, on a envie de s'y jeter à fond. Les gens qui sont en face de nous sont hyper à fond aussi. Et on se dit, waouh, ça va être génial. Bon, ben, je vais faire ma fiche pédagogique, je vais commencer à imaginer les outils, etc. Et puis là, d'un coup, il y a les élus qui arrivent et qui disent, ah bah non, on n'a pas les sous. Ah bah non, c'est pas le bon moment politiquement, il va falloir peut-être voir ça dans quelques mois. Et puis des fois, les mois, ça devient des années. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a travaillé pour rien et que même sans nous le dire non directement, ça devient un non. Voilà. Et moi, j'ai un projet un peu comme ça, en fait, qui a émergé il y a 2 ans. Alors de temps en temps, il me rappelle, oui, on va le faire. Bon, là, j'ai lâché l'affaire. Hein. Ouais, non, c'est gérer la frustration. Ouais, Et puis finalement, la faisabilité et le fait qu'en fait, on contrôle pas tout. Moi, c'est pareil, j'interviens, tu vois, en étude de faisabilité pour créer un nouvel équipement, tu vois, un nouveau musée. Mais entre l'étude de faisabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir les sous, combien ça va coûter, avec 3 scénarios et lequel on retient, et on coupe le ruban à la fin, t'imagines? Oui, le temps. T'imagines la longueur, déjà il se passe Ouais. 4-5 ans, tu vois, entre les deux. Et puis surtout, il y a tellement d'embûches entre-temps, de la démotivation, pas forcément venant de nous, mais ailleurs, et puis des aléas qui font que, oui, en effet, parfois abandonner un projet qui devait se faire, je pense que c'est l'un des challenges et puis de ce qui nous donne le fil à retordre le plus Ouais. dans nos métiers respectifs. Hein. Bah oui, et puis d'accepter qu'il faut l'abandonner en fait. Là, Ouais, de lâcher l'affaire. j'ai un peu abandonné l'affaire, mais en face, ils ont pas vraiment abandonné, mais en fait, ça m'use aussi moi. Je pense qu'ils s'usent eux-mêmes à essayer de trouver comment faire, mais moi, ils m'usent aussi parce que je sais. Voilà, je me dis bon, j'arrête, mais en même temps, dès qu'ils me rappellent, je me dis ah peut-être que ça va le faire cette fois-ci. Et puis bah non. Oui. Et puis en même temps, t'as une espèce de loyauté aussi. Si t'as accompagné des personnes, t'as pas envie de leur dire du jour au lendemain, bah non, ça m'intéresse plus. T'as envie aussi Oui. d'aboutir et puis de mettre aussi un petit point final, même si ça t'arrange pas au moment où on te rappelle, Ouais, etc. Hein, moi, ouais. ça m'arrive aussi régulièrement, mais ouais, gérer la frustration et puis aussi l'abandon et puis le fait que ce qu'on a imaginé ne se passe pas comme prévu, ouais, c'est pas facile dans nos métiers. Surtout qu'on est des créatifs et puis on a envie que Oui. ce qu'on a imaginé sorte de terre, quoi. C'est ça. Et justement, un des derniers projets qui t'a le plus touché. Ne me parle pas d'électricité. Hein. Non. Non, je vais parler d'un projet d'exposition. Ah Bon, même si je pense que si tu voyais l'exposition, tu hurlerais, mais c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, moi je hurle pas, parce qu'en fait, tu sais jamais quand tu découvres un truc, tout ce que tu ne sais pas Ouais. du contexte. Oui. Tu vois, des fois, tu as envie de faire un truc super, et puis en fait, tu as tellement eu d'embûches, ou un budget, ou un calendrier, ou un truc. Donc moi, souvent, quand je vois un truc un peu qui me déplaît, souvent je me dis, oui, mais je ne sais pas
Oui, c'est ça. Il y a tout le Yep. contexte qu'on ne sait pas, humain, managérial, financier, calendaire. Donc, Oui, oui. je Et n'hurlerai puis, pas. Je me poserai, mais qu'est-ce qui s'est passé? non, après peut-être que moi je hurlerai aussi parce que c'était il y a 3 ans et que voilà, depuis 3 ans j'ai évolué aussi et je me dis je le ferai peut-être pas C'est de la même normal. manière. Mais en tout cas, voilà, c'était une exposition autour des migrations. Parce que donc quand j'étais en Corrèze, en Haute-Corrèze, il y avait énormément de migrations saisonnières. Donc comme on était sur un territoire très pauvre, les gens partaient à Paris, dans les Landes, ils allaient faire plein de métiers différents un peu partout. Et voilà, moi j'ai adoré travailler sur ce projet de tranche de vie de gens qui partaient pendant 9 mois, qui quittaient leur famille, mais qui restaient hyper attachés à leur territoire et qui revenaient systématiquement l'été, à leur retraite, voilà. Et retrouver ces petits bouts d'histoire, bah voilà, même très liés à ma famille au final, parce que ma famille vivait sur ce territoire aussi, même s'ils n'étaient pas vraiment migrants, mais ça les a concernés un peu aussi. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment de l'humain. Pour le coup, il n'y a pas de traces patrimoniales, de bâtiments, il y a peut-être quelques objets, mais ça reste quand même hyper basé sur l'humain et sur les témoignages des gens, voilà. Même si beaucoup étaient plus là, hein, évidemment. Mais voilà, essayer de reconstituer un petit peu leurs pensées au moment de partir, de quitter la famille, de partir à pied à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir la première fois, gamins, de ce grand voyage, et quand ils revenaient, voilà, qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir aussi en retrouvant leurs racines. Voilà, donc c'est toutes ces expos vraiment qui touchent à l'humain, enfin même en visite, hein, c'est hyper touchant parce qu'on s'y retrouve, ça parle un peu de nous aussi à travers, et puis ça parle de notre vie aussi, bien notre actualité. Aussi, même si c'était il y a 200 ans, bah, les migrations, elles sont toujours là, elles nous concernent toujours, on a toujours les mêmes problèmes. Et comment on fait des parallèles voilà, entre hier et aujourd'hui sur ce thème. Ouais. Oui, bah, je te rejoins aussi là-dessus. Moi, j'aime bien quand il y a vraiment beaucoup d'humains, que ça soit dans les thèmes des expos ou des sujets que je dois traiter, mais aussi, je pense que ce qu'on oublie aussi beaucoup dans nos métiers, qu'on soit conservateur, chargé d'expo, quel que soit le statut ou le nom qu'on a sur une fiche de poste ou qu'on se donne nous-mêmes, c'est qu'en fait, nos métiers sont avant tout humains, tu vois. Et je trouve que ce côté humain-là, ne serait-ce pour répondre à un usager, mais aussi chaque projet, tu rencontres plein de personnes avec plus ou moins d'aléas. Quand même le sujet de l'expo ne s'y prête pas, je trouve que rajouter de l'humain et d'incarner en fait les sujets, je trouve que c'est ce qui parle le plus à la fois à nous-mêmes, parce que ça nous donne plus de sens en fait quand on y travaille, je trouve, que dire bah oui, il y a ça, ça a été inventé à telle époque, mais en fait... je trouve que ça manque de corps, en fait, ça manque de... Moi, en tous les cas, je trouve que ça manque de sens quand on se réduit et qu'on met peu d'humains dedans. Et c'est ça qui est important et qu'on oublie. Souvent, on se dit, ben, moi, je veux faire tel métier ou être commissaire d'expo ou chargée d'expo ou être médiatrice parce que je suis spécialiste d'un sujet. Et en fait, on oublie que le cœur de nos métiers, c'est avant tout un métier de service et un métier humain. Et je trouve que même cette compétence-là, il faut la cultiver très très tôt dès l'université et même s'interroger sur cette compétence-là parce que c'est ça qui va nous permettre d'être épanouis, je trouve, dans nos métiers. Ouais, je suis pas sûre qu'on nous l'enseigne vraiment. Enfin, moi, j'ai pas de cursus universitaire dans la médiation, mais enfin, on m'a pas appris. On m'a appris des listes de dates, de machins, oui. de trucs, mais assez peu à l'humain. Alors que moi, ce qui m'intéressait dans l'archéologie, c'était justement le côté anthropo par rapport à l'histoire. C'est qu'on va partir d'un objet et essayer de reconstituer une vie à travers cet objet. Mais en fait, ça reste hyper factuel quand on l'apprend. Et ouais, c'est à nous de trouver comment y mettre de l'humain, et on est pas forcément bien outillé quand on démarre, tu vois. Voilà, moi ça fait 12 ans maintenant, là je commence à me dire ouais, il faut que je raconte des histoires un peu plus, faut que j'y mette plus d'humain, mais ouais, ça m'a appris tout mon cheminement, ça m'a un long cheminement quoi quand même. Ouais, humain dans les sujets et puis surtout humain dans l'encadrement. Tu vois, moi, quand on me pose la question, bah, c'est quoi les compétences pour être muséographe, etc., que ça soit des étudiants qui veulent faire ce métier ou même quand j'ai été interviewée pour le guide ONICEP, tu vois, le dernier qui est sorti, et j'avais la chance de représenter l'une des casquettes des muséographes qui existent en France, donc c'était un grand honneur. Et tu vois, j'ai prononcé le mot management, tu sais, le fait de savoir gérer l'humain.
Et c'est vrai que je trouve dans nos métiers, gérer l'humain, mais toi, gérer tes publics, tu vois, Oui. gérer celui qui écoute pas ou qui souffle ou celui qui sait tout. Oui, voilà, mais comme moi en comité scientifique, tu vois, Ouais. j'ai les mêmes, j'ai celui qui souffle, qui m'écoute pas, qui tousse. Et je trouve que c'est important, je trouve, dans nos métiers et même dans n'importe quel métier, de garder ces compétences-là et de les développer surtout. Et donc justement, en guise d'ouverture de l'épisode, en lien avec l'humain ou pas, je ne sais pas ce que tu vas me répondre, j'aimerais qu'on parle à toutes celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur, médiatrice. Comment valoriser et protéger ce métier au quotidien d'après toi? Le conseil que tu souhaiterais partager ici? Alors, c'est vrai que moi, depuis quelques temps, il y a pas mal d'étudiants aussi qui m'envoient des mails et des questionnaires sur la médiation, avec toujours cette question à la fin, voilà, quel conseil vous me donneriez, etc. En fait, j'en aurais deux. Un qui est la persévérance, parce que je sais que c'est très difficile de trouver du travail dans la médiation. Moi, j'ai quand même jusqu'à présent eu pas mal de chance, mais je sais que ça peut être très très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence et pas forcément beaucoup de postes. On l'a dit au début, hein, la médiation n'est pas forcément très très valorisée. C'est pas le premier poste que l'on va créer, c'est même plutôt le dernier que l'on va créer quand on ouvre un lieu culturel. Donc il faut être persévérant. C'est un peu, tu sais, dans les budgets de musée, c'est un peu pareil, tu vois. Oui. C'est et maintenant qu'on a payé tout ça, qu'est-ce qui reste? Tu sais, des fois c'est mettre pour la muséo dans et la puis salle. après, ouais, souvent c'est la scéno d'abord, Oui. la muséo, et qui va avec la médiation, tu vois. Et après t'as la médiation humaine, après la médiation outil, ouais, t'as une espèce de c'est ça, voilà. Ça quand on ne dit pas, bon, on va prendre que des stagiaires, des services civiques, des étudiants, et pas de vrais médiateurs qui soient là en permanence pour avoir un vrai projet en fait, parce que chaque médiateur va arriver avec sa manière de faire de la médiation, ses idées, etc. Mais du coup, ça donne pas un projet global à l'établissement et je trouve ça un peu dommage, ouais, de pas y penser plus tôt. Donc voilà, il faut s'accrocher si c'est vraiment notre métier passion et comme tu le disais aussi, ne pas hésiter à le dire si on a envie de faire d'autres choses. Il y a quand même des entretiens annuels qui permettent aussi de remettre à plat sa fiche de poste, de la faire évoluer. Donc voilà, si on trouve que la communication c'est hyper important et que ça nous intéresse, ben pourquoi pas demander à faire un peu de com à côté aussi, d'être intégré dans les comités scientifiques d'exposition, etc. Donc pas hésiter effectivement à le dire. Après voilà, suivant les structures ça marche ou pas, hein, mais en tout cas faut pas hésiter à le dire et à parler, quoi. Et le deuxième conseil que je donnerais, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, et là c'est parce que ça me concerne aussi beaucoup ces derniers temps, c'est voilà, de mettre vraiment une barrière et de ne pas accepter tout, et même en tant que salarié, hein, ah bah tiens, tu ferais pas un week-end en plus, ah bah tiens, oh là là, on est à l'arrache, il faudrait que tu travailles ce soir pour terminer tel texte. Ok de temps en temps, mais il faut arriver à dire non et à mettre une barrière. Non, là ça dépasse mon temps, ça dépasse ma fiche de poste, j'ai besoin de temps pour moi, je fais autre chose à côté. Donc vraiment bien mettre une barrière à sa passion, ça reste un métier avec des horaires de travail. Oui, voilà. c'est vrai qu'on on veut se faire violence parfois parce que c'est pas naturel, mais au fur et à mesure, on arrive à même ne plus culpabiliser. Oui, non mais bien sûr, mais je sais que voilà, quand on commence, qu'on a galéré à trouver un poste et qu'on veut faire ses preuves pour être sûr de le garder, on est prêt à accepter des heures en plus, des missions en plus, etc. Mais en fait c'est pas bien parce qu'on donne de mauvaises habitudes dès le début et après on a nous du mal à les perdre, mais les gens en face de nous ils pensent qu'on peut en faire beaucoup en peu de temps, alors qu'en vrai on y passe nos nuits. Mais voilà. Donc faire très attention à ça aussi. C'est ça. Ok, donc du coup si je résume, persévérer, ne pas hésiter à proposer et puis se protéger soi-même au-delà même du métier. Ouais. Ok, ouais, merci infiniment Julie d'avoir partagé ton expérience en tant que médiatrice et d'avoir inauguré ce cycle sur le podcast J'ai l'œil du tigre. As-tu une actualité à nous partager avant de se quitter ? Alors même mon actualité, alors c'est qu'on approche de l'été, donc déjà je vais être bien occupée. Donc s'il y en a qui passent par l'Aveyron, il y aura plein d'animations autour du patrimoine cet été. Et si vous n'êtes pas en Aveyron, j'ai écrit un livre là tout récemment qui vient de sortir, donc qui est un livre enquête pour les enfants.
autour de Jean-Henri Fabre et du patrimoine de l'Aveyron. Donc on peut le faire à la maison, mais ça permet de découvrir un peu la vie au 19e siècle à travers un entomologiste célèbre, s'il y a des fans d'insectes par ici, voilà, ou des enfants fans d'insectes. Voilà, c'est une autre manière de valoriser le patrimoine de l'Aveyron et un personnage qui est un petit peu méconnu quand même, mais un grand monsieur. Ok, et ben on mettra les liens justement dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent l'acquérir et le faire en vacances ou à la maison. Ça marche pour les deux. Super. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et puis nous saluons toutes les médiatrices et les médiateurs aussi. On parle beaucoup au féminin, mais il y a aussi des médiateurs qui nous écoutent sur le podcast. Et je sais qu'ils sont nombreux, et surtout partagez les épisodes de ce cycle à vos collègues de la médiation, qui est quand même un champ très très large, on va le voir au fur et à mesure du cycle, pour mieux valoriser ce métier essentiel qu'on place souvent dans une petite case, alors qu'il est plutôt tentaculaire, n'est-ce pas ? Je pense qu'on l'a bien illustré aujourd'hui. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre, et encore merci Julie pour ton partage. Merci à toi. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de 4 grands thèmes: la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.